rejoindront prendront en cours de route. Ben, voilà, je réintroduis un petit peu le sujet du jour, même si là c'est clairement affiché. C'est la restitution des chiffres de notre 10e baromètre sur les usages et les tendances du digital learning, nos chiffres clés by ISTF. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas très rapidement, du coup, hop là, premier bug, il est quelle heure? Eh ben, il est 49. Mes slides passent pas, voilà. Ma souris, je crois qu'elle est fatiguée. Alors, l'ISTF, organisme de formation, et notre job, c'est de former et accompagner tous les acteurs de la formation. Donc, les personnes en poste, les personnes en devenir, sur tous les champs de compétences qu'il vous faut pour faire des formations de qualité, digitales ou pas. Vraiment, c'est la pédagogie et pourquoi pas bah, les outils qui gravitent autour de tout ça. On vous forme à maîtriser cet ensemble de compétences. Moi, je suis Mathilde Distin, la directrice déléguée d'ISTF. Donc voilà, on est à votre écoute. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous serez certainement intéressé par pas mal de sujets de notre catalogue et n'hésitez pas à nous contacter via le site ou via LinkedIn, par exemple. Alors, pour commencer, eh bien, c'était notre 10e édition cette année. On voulait marquer le coup. Donc là, on va faire avec les moyens du bord. On est en webinaire. Un petit GIF était probablement la seule possibilité de stimuler un anniversaire. Voilà, je marque le coup encore une fois aujourd'hui pour cette 10e édition. Ça va nous permettre d'avoir pas mal de rétrospectives tout au long de cette présentation. Vous allez le voir, c'est un peu ce qui fait la force aujourd'hui du baromètre, c'est cette historique et les datas qu'on peut compiler et les comparaisons du coup qu'on peut faire d'année en année. Et puis, j'en profite aussi pour marquer le coup et vous dire un grand merci pour vos contributions, du coup, puisqu'on s'appuie sur une enquête auprès des acteurs de la formation. Donc, j'imagine que pas mal d'entre vous ont répondu à l'enquête. Donc, un grand merci pour ça. Merci aussi pour votre enthousiasme quand justement on présente le baromètre, quand on le diffuse. Il est téléchargeable sur le site, hein, n'hésitez pas à le récupérer si ce n'est pas encore fait pour avoir tous les chiffres et notre analyse. Donc voilà, merci beaucoup. On reçoit beaucoup de retours quand on présente ces chiffres, que ce soit lors des conférences en salon ou lors justement des webinaires ou tout au long de l'année. On a beaucoup d'entreprises et d'organismes de formation qui nous disent s'en servir en interne pour faire passer des messages, pour appuyer des choses qu'ils essaient de communiquer en interne. Donc c'est vraiment chouette de voir que c'est utilisé. Je tenais aussi à dire merci aux actifs qui ont répondu à notre enquête parallèle cette année, puisque pour la 10e édition, on a voulu rendre des choses un petit peu spéciales. Et donc, on a fait appel à des contributeurs, des actifs qui ont répondu à une enquête apprenant, on va en parler un petit peu plus tard, et puis des experts. On a fait appel à quelques éditeurs qui ont commenté certains chiffres du baromètre pour enrichir notre analyse. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'édition de 2024. Et sans plus attendre, on va démarrer avec un premier chiffre du coup. C'est une question plutôt traditionnelle, historique, parmi notre baromètre, c'est la qualification des dispositifs de formation, comment les organisations qui répondent au baromètre qualifient leur offre de formation. Et donc, eh bien, on va pouvoir démarrer par une rétrospective justement pour voir la répartition entre majoritairement présentiel, majoritairement blended, majoritairement distanciel. Commençons du coup par 2014, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, eh bien 83% des dispositifs s'articulaient majoritairement en présentiel. Donc on peut se dire que 8 dispositifs ou plus de 8 dispositifs sur 10 étaient majoritairement présentiels. On avait un dispositif sur 10 qui se faisait majoritairement à distance et moins d'un dispositif sur 10 en blended. Continuons notre rétrospective avec l'année 2019. Du coup, là, on voit que la part de majoritairement présentiel avait diminué. On n'était plus qu'à 7 dispositifs sur 10 au profit du blended, qui lui se rapprochait de 2 dispositifs de formation sur 10. Et puis le distanciel, du coup, était autour de un dispositif sur 10. Cette fois-ci, lui, il avait diminué un petit peu. On se, on avance dans le temps et on se retrouve en 2021. La crise sanitaire et le Covid sont passés par là. Et on voit là qu'on a passé un cap. Le majoritairement présentiel pour la première fois, la première année, est passé sous la barre des 50%. Donc là, on a une moitié-moitié entre majoritairement présentiel et ce qu'on peut qualifier de
FOD intégralement ou en partie à distance. Et donc ça, c'est un beau cap de franchi avec une majorité du coup de blended parmi cette part de tout à distance ou partie à distance. Et puis, finalement, 2023, un nouveau cap de franchi. Cette fois-ci, c'est la part du blended qui dépasse celle du présentiel. Alors, de peu, on est d'accord, un petit point, mais quand même, c'est important de le noter. En 2023, on avait cette répartition et on arrivait à un certain équilibre, finalement, entre ces trois qualifications, majoritairement distanciel, majoritairement blended et majoritairement présentiel. Et si on s'intéresse du coup aux chiffres de cette année, 2024, eh bien, finalement, on a un regain du présentiel qui reprend 4 points au majoritairement distanciel. Il y a eu une certaine mécanique. Et là où le distanciel gagnait du terrain d'année en année avec le blended, eh bien là, cette fois-ci, c'est le présentiel qui a repris quelques points et qui revient à 4 dispositifs sur 10. Le blended, du coup, lui, reste plutôt équilibré par rapport à l'année précédente. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que, évidemment, le présentiel revient parmi les modalités utilisées. C'est un constat qu'on fait tous. Moi, ce que je peux en dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on arrive, je pense, à un certain stade de maturité en ce qui concerne la digitalisation des formations. Et on va le voir tout au long de ce webinaire, en fait, tout au long du baromètre, certains chiffres viennent appuyer ce constat-là, et je vais du coup le détailler. Un autre chiffre, justement, qui permet de réappuyer ce constat qu'on arrive sur une phase de maturité, ce sont les types d'outils utilisés dans les projets digital learning et plus précisément là, on vient s'intéresser aux outils de diffusion. L'année dernière, on avait majoritairement des outils gratuits, voire des outils non spécialistes digital learning qui étaient utilisés par les organisations pour diffuser leurs formations. Donc, on parle là des plateformes gratuites, open source ou d'outils non spécifiques comme YouTube, comme Teams, etc. Eh bien, cette année, la part de plateformes payantes, donc en fait, là, on parle des vrais, entre guillemets, ou en tout cas des plateformes historiques, LMS, LXP, etc., gagnent du terrain, reprennent 11 points aux deux autres catégories. Donc, c'est quand même une grosse augmentation. Et je pense que ça marque cette maturité, encore une fois, les entreprises se professionnalisent vis-à-vis de la digitalisation de leur formation. Et puis, finalement, ce que ça veut dire, cette maturité du digital learning, c'est qu'on va tendre de plus en plus vers une accélération des stratégies de production de contenu et notamment de contenu distanciel asynchrone. Là aussi, on va en reparler tout au long du webinaire et pendant les prochaines slides, on va voir que certaines datas viennent appuyer ce constat qu'en 2024, il va y avoir un gros enjeu pour les organisations à développer de manière massive la production des contenus de formation digitaux asynchrones, distanciels asynchrones. La première question qui vient appuyer ce constat-là, c'est celle-ci. En 2024, comment souhaitez-vous faire évoluer votre offre de formation? Eh bien, on a plus de 80%, plus exactement 86% des répondants qui nous disent vouloir tendre vers plus de digital. Donc, en gros, là, on vient additionner le vers plus de multimodal, vers plus de distanciel asynchrone et vers plus de distanciel synchrone. Tout ça nous donne voilà, un résultat qui est une écrasante majorité d'aller vers plus de digital dans mes formations. Et ce qui a le plus augmenté cette année, c'est justement cette part de distanciel asynchrone. Plus d'un quart des répondants, je perds mon écouteur, nous disent vouloir accélérer sur cette partie. Un autre chiffre qui vient appuyer ce constat, ce sont ces datas-là. C'est assez historique aussi dans notre baromètre. C'est l'origine des contenus digitaux. On voit qu'en 2014, on avait 57% des contenus en moyenne qui étaient produits en interne et le reste en externe, soit sur étagère, soit sur mesure. Eh bien, on voit qu'au fur et à mesure des années, et on arrive en 2024 à 75%, que la part de production internalisée augmente avec une grosse accélération entre 2021 et 2023. Et je pense que ça va continuer comme ça. On va le voir aussi un petit peu plus loin. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que il va falloir trouver des moyens d'accélérer.
Dernier chiffre du coup qui vient appuyer ce constat, c'est la question, quelle va être la priorité pour vos formateurs? Eh bien, la réponse qui vient pour la moitié presque des répondants, c'est créer des contenus digitaux asynchrones. Donc voilà, je vais arrêter de me répéter, mais en tout cas, on voit là par A plus B plus C que ça va être l'un des gros enjeux de 2024. Intéressons-nous là à la suite pour cette question. C'était une question à choix unique parmi ces quatre propositions, hein, pour vous contextualiser quand même un petit peu, parce qu'il y aurait aussi beaucoup d'autres choses, hein, qui vont vous manquer certainement dans dans ce chiffre-là. C'est en deuxième position, enrichir l'accompagnement des apprenants. Et ça, moi personnellement, j'en suis très très contente, tout simplement parce que jusqu'ici, on se concentrait justement sur le synchrone d'un côté, l'asynchrone de l'autre. Et puis finalement, ça manquait un petit peu de lien entre tout ça quand on voulait faire du multimodal. Et là, on voit que pour un quart quand même des répondances, ça va être la priorité number one pour 2024. Donc, c'est plutôt pas mal à constater. Et puis viennent ensuite l'optimisation des pratiques pour le présentiel. Là, encore une fois, ça vient aussi montrer que, OK, c'est pas la priorité, mais c'est quand même quelque chose d'important et de plus important que la classe virtuelle. Donc là, le présentiel reprend du terrain dans les priorités en termes de pratique pour les formateurs par rapport au distanciel. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il va y avoir moins de classes virtuelles, je pense que c'est parce que ces dernières années, on a beaucoup, beaucoup formé les formateurs à animer, à concevoir des classes virtuelles engageantes, interactives, efficaces. On en a beaucoup fait. Et donc maintenant, c'est quelque chose qui, semble-t-il, va être voilà, traité. Donc, on va se concentrer sur autre chose. Voilà, j'ouvrais une petite parenthèse pour développer un petit peu le reste de ce chiffre-là, et on va revenir à cette accélération de la production de contenu. De quoi parle-t-on exactement quand on dit de l'asynchrone et des contenus asynchrones? Je tenais à faire cette bulle de définition qui va peut-être pour certains d'entre vous être essentielle pour bien comprendre de quoi on parle ici. Un contenu asynchrone, eh bien, c'est un contenu que l'apprenant va pouvoir suivre en autonomie, suivre et réaliser, parce qu'il va y avoir dans certains contenus des interactions, donc en autonomie, sans contrainte horaire, donc déconnecté d'un tuteur, d'un formateur, des autres apprenants, etc. C'est tout l'intérêt pédagogique de ces modalités asynchrones à distance, c'est que on peut le faire quand on veut, presque où on veut, et comment on le veut. Est-ce qu'on peut tout prendre d'un coup? On peut morceler son contenu pour le faire en plusieurs temps, etc. On peut revenir dessus, voilà. Et donc, plus concrètement, de quoi il va s'agir? Eh bien, il va s'agir de ce qu'on appelle le e-learning, donc l'e-learning scénarisé, un contenu qui va durer plus ou moins 15-20 minutes, dans lequel il va y avoir des interactions, et dans lequel on va rendre l'apprenant actif. Il va y aussi y avoir des apports notionnels éventuellement. Et puis, il y aura vraiment un début et une fin marqués pour ce contenu. On parle aussi des serious games, hein, c'est distanciel asynchrone. On parle des contenus rapid learning. Donc, on distingue le rapid learning du e-learning parce qu'il va y avoir moins d'interactions. Et souvenez-vous d'un truc, c'est que les modules rapid learning vont être rapides à suivre pour l'apprenant. Donc, on est sur 5 à 10 minutes, plutôt autour de 5 minutes que 10, mais voilà, c'est un peu ce qu'on constate et surtout rapide aussi à produire et à mettre à jour. Donc, ça explique le peu d'interaction parce qu'on va vouloir aller vite dans la production des contenus, dans la mise à jour de ces modules-là, c'est l'un des avantages. Voilà, plutôt facile à produire. On injecte un PowerPoint dans un outil qui nous fait un rapid learning, ou bien on filme son écran en mode tutoriel, ou bien de ces supports que l'on va commenter. Donc, c'est plutôt pas mal pour créer des contenus rapidement. Voilà. Video learning, c'est la modalité qui s'appuie sur du média vidéo qui va être enrichi ou pas. Ça, à vous de voir par rapport à vos projets, à vos compétences, à ce que vous pouvez faire et puis à la pertinence dans vos projets. Le micro-learning, cette fois-ci, ce sont des toutes petites capsules qui vont durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes grand max, et dans lesquelles on va surtout retrouver eh bien, des petits quiz, des petites activités, des petites capsules vidéo, mais très très courtes, permettant, en les répétant, en fait, dans le temps, en proposant plein de contenu micro-learning, du coup, d'ancrer surtout des compétences ou des connaissances. C'est ce qui va venir créer de l'ancrage mémoriel tout au long de l'année ou bien entre deux sessions de formation synchrone, par exemple. Et ça, je vous le recommande. On sera amené à en reparler aussi. Et puis,
Par exemple, une autre forme de modalité asynchrone à distance, ça va être le podcast, de plus en plus utilisé aussi dans les parcours de formation. Voilà. J'espère que cette petite bulle définition vous permettra d'y voir plus clair, peut-être de mieux comprendre aussi cette analyse des chiffres clés et du baromètre. Si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les traitera à la fin, sauf si c'est bloquant pour voilà, votre compréhension du webinaire. Et Clarisse, n'hésite pas à m'interrompre encore une fois. Donc, si on revient à cet objectif, à ce fort enjeu des organisations pour 2024 d'accélérer et de massifier la production de contenus digitaux asynchrones, eh bien, ça révèle deux enjeux finalement pour les acteurs de la formation. C'est un, de savoir mieux utiliser les outils informatiques. Et par là, soyons très clairs, j'entends un, le PC, deux, les outils entre guillemets basiques comme PowerPoint, incontournables, pas forcément indispensables, mais incontournables, hein, on le voit dans les pratiques. Et trois, bah, les outils dédiés au digital learning. Nous, on le voit avec les organisations que l'on accompagne, notamment celles qui veulent embarquer les experts métiers, formateurs occasionnels dans la création de ressources. Ça va être un des leviers hein, pour aller plus vite et en faire plein des contenus. Eh bien, il y a un certain manque qu'on oublie de combler quand on leur demande de créer des contenus digital learning. Bah, c'est en premier lieu les prérequis. Savoir utiliser un PC, les outils bureautiques classiques, savoir prendre en main un outil, même s'il est simple comme du Geniali par exemple, il y a quand même voilà, des bases à avoir et une aisance à avoir. Donc il faut y penser. Et puis, deuxième enjeu, bah, c'est de maîtriser les méthodes pédagogiques du digital learning, autant pour concevoir des dispositifs, des contenus, que pour les animer ensuite. N'oublions pas ça, c'est hyper important si vous voulez réussir cette accélération. Voilà pour ça. Et du coup, ça fait écho aux freins que l'on constate vis-à-vis de la digitalisation des formations. On constate finalement que la grosse moitié de ces freins sont liés au RH. Donc en gros, là, pour arriver à ces 52%, on a additionné le manque de temps, le manque de compétences, le manque d'effectifs et la difficulté à recruter des personnes compétentes. Donc, on peut s'intéresser à ce qui vient compléter ces freins. On a le manque de budget, à 14% pour 14% des répondants. On a le manque d'adhésion des formateurs, rien. Le manque d'adhésion des apprenants, de la hiérarchie, difficulté de financement. Et finalement, pour seulement 2%, c'est le manque d'efficacité pédagogique du digital learning. Donc, ça, c'est intéressant à relever. Seulement 2% du panel pensent que finalement, bah, voilà, ne font pas de digital learning parce que ce n'est pas pédagogiquement efficace. Donc, si on revient à ce que je voulais mettre en évidence, c'est que donc 52% des freins au digital learning sont liés au RH, eh bien, cherchons des solutions pour lever ces freins. Comment on peut concrètement aller au-delà et les dépasser? Eh bien, premier conseil vis-à-vis du manque de compétences, ça va être de former vos équipes pédagogiques et vos experts métiers. Alors, certes, je prêche ma propre paroisse, évidemment. Donc, vous pouvez organiser ces formations en externe, évidemment avec ISTF, voilà, mais aussi en interne. Pensez-y et qui plus est, en continu. Donc, je vous parlais tout à l'heure du micro-learning. Si vous avez la possibilité de mettre ça en place en interne, n'hésitez pas à le faire à destination de vos équipes pédagogiques mais aussi de vos experts métiers. Parce que, bon, à un moment donné, il va falloir passer par une action de formation un petit peu plus formelle pour leur apporter un certain nombre de compétences et de connaissances vis-à-vis, bah, on en parlait tout à l'heure, des outils informatiques, des méthodologies pédagogiques pour concevoir et ou animer. Donc ça, évidemment, vous ferez appel à l'ISTF pour le faire, mais vous le savez aussi bien que moi, une action de formation ponctuelle, même si elle est très bien faite, etc., très efficace, très pragmatique, etc., il faut continuer à accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle derrière. Donc ça, pour faire ça, pensez par exemple au mentoring. Vous pouvez très bien vous dire, bah, on désigne des formateurs et des concepteurs pédagogiques plus avancés, comment dire, qui ont plus d'aisance, et on va leur demander d'être mentors de formateurs internes occasionnels, par exemple, pour chaque mois avoir un rendez-vous et se dire, bah voilà, qu'est-ce que tu as produit ce mois-ci, où est-ce que je peux t'accompagner, te soutenir, etc., venir répondre à tes questions. C'est vraiment pour moi un levier vous permettant d'embarquer
et du coup d'accélérer dans la digitalisation de vos formations. On parlait aussi tout à l'heure de micro-learning. Eh bien, voilà, pensez-y. Ce sont pour moi deux leviers intéressants à creuser en interne. Donc ça, c'est pour le manque de compétences en interne, vous permettant d'accélérer là-dessus. Ensuite, on va retrouver le frein lié plutôt au manque d'effectifs, aux difficultés à recruter. Là, si vous cherchez des profils experts, expérimentés, qui débarqueront chez vous avec tout le panel de compétences qu'il faudra pour vous permettre d'accélérer la digitalisation de vos formations. Je n'ai pas de recette miracle à vous apporter, j'aimerais, mais je n'en ai pas. Les personnes qui ont ces compétences sont en poste, sont très recherchées, sont très bien payées normalement. En tout cas, voilà, il faut savoir que c'est difficile effectivement parce qu'il y en a encore peu, ou en tout cas elles sont en poste. Et ça va vite, le changement de poste va vite, le changement d'entreprise va vite, elles sont chassées. Donc effectivement, je peux comprendre cette difficulté à recruter. Donc, un outil efficace, c'est l'alternance. Pensez-y. L'ISTF le fait, d'autres le font aussi. Donc, encore une fois, je vais prêcher ma propre paroisse et vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire le dispositif qu'on propose en alternance, donc apprentissage et professionnalisation pour le métier de concepteur formateur digital learning. Les entreprises partenaires d'ISTF qui donc font appel à nous pour recruter un ou une alternante nous disent, bah oui, c'est vrai, en fait, j'y pensais pas. Mon entreprise a l'habitude où on a déjà vu passer des alternants pour les RH, la com, le commerce, les techniciens. Mais dans le service formation, au niveau de la pédagogie, bah, on n'y avait jamais pensé, ou en tout cas, voilà, ça ne nous avait pas traversé l'esprit. Donc, pensez-y. Vous pouvez aussi faciliter en tout cas dépasser ce frein, ça peut être un levier, l'alternance, du coup, pour intégrer quelqu'un qui vous permettra, du coup, de développer des contenus et d'embarquer potentiellement les formateurs en interne aussi. Nous, il y a pas mal de nos alternants qui ont cette mission-là. Ils créent du contenu, ils participent à la construction des dispositifs de formation et ils embarquent, ils animent des formations en interne à destination des formateurs de l'entreprise. Voilà pour ce frein lié à l'effectif. Et puis, dernier frein, le manque de temps. Là, encore une fois, croyez-moi, j'aimerais trouver le magasin qui vend du temps. On est tous confrontés à ça. Et en revanche, on a tous le même nombre d'heures dans nos journées. Donc, cherchons des solutions pratico-pratiques pour vous aider à optimiser votre temps vis-à-vis de la digitalisation de vos formations. Premier levier, j'ai envie de vous donner le conseil d'industrialiser vos pratiques. Développer des grilles de scénarisation, développer des templates, des masques dans PowerPoint, des lignes graphiques que vos concepteurs, vos contributeurs pour les contenus pourront utiliser. Ça leur fera gagner un temps fou et surtout, ça vous permettra de développer des contenus efficacement, c'est-à-dire ils auront les mêmes looks, en tout cas ils seront chartés, etc. Et vous ne vous retrouverez pas avec des contenus certes produits par vos experts métiers en autonomie, pourquoi pas, mais avec des visuels et des looks et des méthodologies de scénarisation différentes les unes des autres. Et du coup, ce sera difficile comment dire, de faire des parcours avec ces différentes briques parce qu'elles se ressembleront pas du tout les unes avec les autres. Donc, pensez à ça et ça vous permettra d'industrialiser la production de vos contenus et la digitalisation du coup de vos formations. Autre levier pour accélérer, pour gagner du temps, pour optimiser votre temps, eh bien, ce sont d'adopter des process agiles dans vos projets de formation et pourquoi pas de vous inspirer de la méthode EDAT que l'on a justement créée à l'ISF pour cette agilité, pour gagner en temps, optimiser les résultats, évidemment. On va faire d'une pierre deux coups. Gagner du temps, c'est une chose, mais il faut que ça reste efficace. Et puis, dernière chose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une petite tendance en ce moment, évidemment, c'est ironique, pensez à l'intelligence artificielle dans le sens assistance. Aujourd'hui, ça vous permet de gagner un temps fou dans vos réalisations que d'intégrer par-ci, par-là, etc., quelques process assistés avec l'intelligence artificielle. C'est un levier aujourd'hui qui est non négligeable si vous voulez, entre guillemets, rester dans la course ou en tout cas, voilà, accélérer autant que les autres le feront. Voilà pour les freins. On va du coup
insister, en tout cas, j'en profite. On parlait de l'intelligence artificielle à l'instant. On l'a intégrée pour la première année, du coup, dans le baromètre 2024 et on a posé la question, utilisez-vous l'intelligence artificielle pour construire vos formations? Ça nous donnait un premier aperçu, c'est du coup la première année pour cette question. On verra l'année prochaine où on en sera. Et on voit très clairement que pour une première fois, je crois que c'est la première fois du coup que ça arrive sur une nouvelle méthodologie, sur de nouveaux outils, bah, une majorité de personnes qui veulent l'utiliser ou qui l'utilisent déjà. Donc en gros, là, on a 28% des répondants qui l'utilisent déjà, 44%, 23 et 21, qui pensent l'utiliser plus ou moins déjà sérieusement. Ils y ont pensé ou c'est déjà intégré dans les roadmaps. Et puis seulement 28% qui voilà, ne l'ont pas envisagé et ça fera pas partie de leur projet d'après eux. Donc on verra l'année prochaine. Je suis très curieuse déjà de voir ce qu'on en dira dans un an. En tout cas, ce que je peux en dire à l'heure actuelle, c'est que c'est une vraie révolution, un peu comme bah, le e-learning il y a 20 ans. Ça vient vraiment disrupter nos pratiques et pas remplacer. J'entends bien, mais c'est un vrai game changer, comme on dit, dans le milieu des techs. Euh, voilà, donc on a parlé des freins. Maintenant, parlons levier pour accélérer et même pour engager. Ça aussi, c'est une data un peu clé sur lesquelles on insiste beaucoup, qui sont pas mal reprises aussi. Ce sont les facteurs de motivation des apprenants pour commencer et pour terminer une formation en ligne. Là, on a vraiment déjà un focus sur le côté distanciel, synchrone ou asynchrone. On va s'intéresser tout d'abord à ce qui motive les apprenants à commencer une formation en ligne. Et comme d'habitude, je vais insister sur le haut du classement. Et pour préempter la suite, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les items sont importants. Et ce n'est pas un jugement de valeur. En revanche, il y a une priorité à donner à ce qui semble être le plus engageant pour vos apprenants pour commencer une formation. Premier élément, c'est le fait que les contenus de formation doivent être en lien avec les problématiques métiers. Il faut savoir que ce top 3, il n'a quasiment pas changé depuis le début du baromètre il y a 10 ans. C'est plutôt rassurant quand on voit le numéro 1 et ça paraît évident dit comme ça. En revanche, ce qui l'est moins, c'est que quand on déroule des projets de formation, ce qu'on observe dans beaucoup d'entreprises, c'est que entre le moment où le besoin est recueilli, c'est la période des entretiens annuels pour beaucoup d'entreprises, on est typiquement dans ce recueil des besoins. Le moment où le besoin est enregistré, traité, il peut se passer un certain laps de temps. Ensuite, entre le moment où le besoin est traité, enregistré, et le moment où le besoin, on y répond en ayant choisi une formation, en ayant produit une formation en interne, eh bien, il peut se passer parfois jusqu'à un an. Et qu'est-ce qui se passe en un an? Bah, c'est que le collaborateur, il s'est débrouillé, ou alors il n'a plus besoin, ou alors il a changé de poste, ou il est parti. Enfin, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses en un an et on peut très bien se dire que quand même, bah, la formation n'arrive plus au bon moment. Donc, pensez-y encore une fois. Là, on est plutôt sur le time to delivery, c'est-à-dire la durée, le temps imparti, le délai entre le besoin et le moment où on déploie la formation en réponse à ce besoin-là. Donc, quand on parle de contenu de formation en lien avec les problématiques métiers, c'est évidemment lié au sujet, mais aussi à ce délai. Il faut pouvoir répondre rapidement. On en a déjà parlé, accélérer, massifier, etc. Voilà, donc passons au deuxième facteur d'engagement pour démarrer, c'est l'obtention d'une certification. Alors, ça peut être une certification nationale, ça peut être une micro-certification, qui permettra de valider et valoriser une micro-compétence ou un ensemble de petites compétences. Ça peut être plutôt un badge aussi pour avoir ce côté un petit peu plus gamifié, ludique. En tout cas, ça paraît assez logique. C'est motivant de savoir qu'à la fin de la formation, on va avoir une certification qui nous permettra de valoriser nos compétences, qui va pas me permettre de valoriser mon employabilité pour l'apprenant. Bon, le levier d'engagement est plutôt clair à comprendre, facile à comprendre et logique. Et puis, dernière chose, c'est la présence d'un tuteur.
Sachez que, du coup, le top 3, enfin le numéro 3 dans ce classement, c'est le fait que quelqu'un sera là pour accompagner l'apprenant. Ça va le rassurer et ça va le motiver à démarrer cette formation. Il ira plus facilement vers une formation tutorée avec quelqu'un qui va voilà, lui répondre à ses questions, qui va peut-être le rebooster, le relancer. En tout cas, c'est un facteur d'engagement à démarrer une formation. On a intégré cette année des nouveaux items. Elles sont notifiées avec des petites astérisques sur la slide que vous voyez. Donc, la communication et la promotion avant la formation qui se place, hop, direct en quatrième position. On peut se dire qu'effectivement, là aussi, c'est encore une fois assez logique. Plus on va rendre visible l'action de formation, plus on aura de personnes qui sauront qu'elle est là et qui auront envie de la démarrer. Donc, je le répète encore une fois, on n'est pas sur un jugement de valeur. Tout est important et sera bénéfique pour l'engagement et vos projets de formation. Mais dites-vous bien que s'il faut commencer par quelque chose, assurez-vous de maîtriser les piliers, les mastodontes de l'engagement qui sont ce top 3, voire ce top 4. Maintenant, intéressons-nous à ce qui va motiver une personne à finir sa formation en ligne. Et on retrouve évidemment la présence d'un tuteur. Bien sûr que c'est logique si j'ai quelqu'un, un formateur, un tuteur, qui me relance parce que je n'ai pas envoyé mon exercice, qui me fait des feedbacks sur ce même exercice et du coup sur mes pratiques, qui me relance, me rappelle que je vais avoir une classe virtuelle dans 2 jours. Évidemment, que je vais avoir plus de chances d'aller au bout de ma formation. Donc ça, c'est essentiel, mais encore une fois, là, dit comme ça, évidemment, on se dit tous, ben, bien sûr, ça c'est clair et net. En revanche, dans les projets de formation, c'est pas toujours mis en œuvre. Et puis, bah, bien sûr, on retrouve l'obtention d'une certification. Si je suis venue pour la certification et que je vais l'obtenir à la fin, bon, fort est à penser que voilà, je vais aller au bout, au maximum du bout pour obtenir ce pourquoi j'étais venue, la dite certification. Et puis, on retrouve après les items, donc le contenu de formation en lien avec les problématiques métiers. Encore une fois, si ça répond à mon besoin, bah, je vais avoir envie d'y rester et de poursuivre. Si ça ne répond pas, je vais décrocher et je ne vais pas finir ma formation. Donc là, pareil, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, tout est important, tout sera bénéfique, mais priorisez pour que vous puissiez traiter ce qui va le plus engager. Et ensuite, vous allez pouvoir creuser des choses comme par exemple la gamification, la mise en place de social learning, etc., qui vont être des facteurs d'engagement, mais pas les principaux. Voilà pour ça. On va s'intéresser maintenant à une autre data qui est beaucoup, je crois que c'est la plus reprise des chiffres du baromètre. Ce sont les modalités pédagogiques utilisées en formation. Donc là, pareil, pas de jugement de valeur. Tout est bénéfique, tout est pertinent en fonction des projets, en fonction de ses apprenants, etc. En revanche, là, on pose la question à ce qui est mis en œuvre, utilisé. Le regain du présentiel se matérialise là aussi avec du coup 90% d'usage du présentiel parmi les formations. Donc c'est plus 12 points par rapport à l'année précédente et c'est un niveau inégalé depuis 2019. Donc ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu autant d'usage du présentiel. On retrouve ensuite la classe virtuelle en deuxième position, le e-learning scénarisé en troisième position et le vidéo learning en quatrième position. Et c'est le vidéo learning qui a gagné le plus de points juste devant le présentiel avec 13 points de plus par rapport à l'année précédente. On retrouve ensuite le micro-learning, le social learning, les serious games et la réalité virtuelle. Donc, je pense que ce bas de classement social learning, serious game et réalité virtuelle s'explique tout simplement parce que ce sont des modalités plus complexes à mettre en œuvre, donc moins mises en œuvre par rapport au présentiel, classe virtuelle, e-learning scénarisé, etc. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, là, ça reflète un petit peu la manière dont la majorité des dispositifs multimodaux sont faits aujourd'hui. Ils s'articulent avec du présentiel, de la classe virtuelle, du e-learning scénarisé et du vidéo learning. On va le voir juste après, c'est intéressant parce que c'est aussi ce constat-là qui est fait côté apprenant. Ici, on est venu interroger les acteurs de la formation dans le sens quelle modalité mettez-vous en œuvre dans vos dispositifs. Eh bien, côté apprenant, on retrouve le même top 4
le présentiel, le e-learning, la classe virtuelle et le vidéo learning. Je l'ai pas dit dans le bon ordre, mais justement, pas dans le même ordre que celui des acteurs de la formation. Donc, on posait la question, quelle modalité avez-vous expérimenté au cours des 24 derniers mois, 2 dernières années? Numéro un, le e-learning à 90%. C'est plutôt logique. Quand un concepteur e-learning fait un module, il va peut-être y avoir 10, 100, 1000, 10 000 apprenants en face. Donc, plutôt logique, je trouve, d'avoir cette inversion dans les proportions. Ensuite, on va avoir la classe virtuelle devant le présentiel. Donc, plus expérimenté que le présentiel. Et puis, enfin, le présentiel et le vidéo learning. Donc, je trouve que là, c'est plutôt cool, plutôt sympa à constater qu'on a une corrélation entre ce que les acteurs de la formation nous disent et ce que les apprenants nous disent de l'autre côté. On s'est également intéressé aux modalités jugées efficaces, cette fois-ci par les apprenants. Et on retrouve en fait ce même classement, le présentiel, le e-learning, la classe virtuelle et le vidéo learning. Là aussi, encore une fois, c'est plutôt intéressant de voir que les acteurs de la formation mettent majoritairement en place des modalités que les apprenants jugent efficaces. On peut se dire que s'ils le jugent efficace, ils vont être embarqués dans les dispositifs et vis-à-vis de ces modalités. Donc voilà, c'était très très intéressant cette année de proposer cette enquête parallèle pour venir enrichir les analyses que l'on fait avec les acteurs de la formation depuis toutes ces années. C'est la fin de cette présentation et du coup, il nous reste 5 minutes pour les questions, 5 grosses minutes. Moi, personnellement, je peux même déborder un petit peu si vous êtes dispo pour rester. Est-ce que, Clarisse, tu as des questions dans le chat? Est-ce que je peux répondre à certaines d'entre elles qui sont peut-être revenues ou voilà. N'hésitez pas à les poser maintenant si vous ne l'avez pas fait tout au long du webinaire. Et puis, merci à toutes et tous pour votre participation ce matin. Vous étiez nombreux à vous inscrire au webinaire. Donc, merci encore une fois pour cet enthousiasme-là autour de ce baromètre. Alors, on a une question. Euh, savez-vous pour quelles raisons les LMS gratuits type Moodle sont de moins en moins utilisés? Alors, est-ce qu'ils sont de moins en moins utilisés ou est-ce que c'est la proportion des personnes qui utilisent l'autre catégorie qui grossit? Pour moi, c'est plutôt cette partie-là. En fait, on a de plus en plus d'organisations qui digitalisent leur formation et donc qui investissent dans un outil quel qu'il soit. Pour moi, la part finalement des LMS open source et des autres outils qui permettent de diffuser des formations digitalisées, elle reste importante. Et nous, on le voit, c'est essentiel quand on démarre notamment la digitalisation des formations. En revanche, ce qui grossit et ce qui reprend de la proportion dans la data qu'on a présentée, c'est la part de personnes qui se professionnalisent, qui vont plus loin dans leur stratégie de digitalisation, qui ont besoin de plus, notamment, je pense, en termes de tracking, en termes de technologie pour notamment individualiser leur formation. C'est ce que permettent de plus en plus les LMS et les LXP payants, ce que ne font pas les LMS open source comme Moodle. Donc pour moi, c'est l'une des raisons, l'une des explications à ce constat aussi. Une autre question. Quels outils e-learning sont les plus utilisés sur le marché? Donc après, elle cite Rise et Geniali. Ouais. Quelles seront les tendances? Alors là, j'aimerais avoir une boule de cristal pour vous le dire et vous dire investissez dans celui-là. Je vais vous répondre comme une Normande que je ne suis pas. C'est que il n'y a pas d'outil parfait. Chaque outil sera le meilleur en fonction de vos projets, hein. C'est vraiment, ça dépend. Ça dépend de votre projet, de votre budget, des compétences que vous avez en interne, des apprenants que vous avez en face, etc. Chaque outil a ses spécificités, ses forces, ses limites. Pas d'outil parfait. Ceux qui ont le vent en poupe, en revanche,
Storyline reste un peu l'incontournable pour produire des modules e-learning. Et donc, effectivement, vous avez la suite Articulate qui intègre Rise, qui est de plus en plus utilisé là où il était un petit peu délaissé parce que pas assez, justement, vendeur dans l'interactivité, dans la scénarisation, là où Storyline est très fort parmi d'autres. Et bien, Rise, finalement, qui permet de faire du rapid learning, est de plus en plus utilisé par les organisations qui ont la suite complète du coup d'Articulate. On a Geniali, effectivement. Il y a aussi eh bien, des outils comme VTC Editor, comme Cumulus, alors que nous, à l'ISF, on connaît très bien, mais qui accélèrent fort, fort sur le marché, je trouve. Voilà. Mais je répète ce que je dis, tous les outils ont leurs forces, ont leurs limites. Donc, c'est vraiment l'outil pour votre stratégie qu'il faut chercher et pas l'outil qui va être le mieux parce que en plus, bah, évidemment, tout le monde dira que son outil est le mieux sur le marché. Voilà. Une question sur l'IA. Avez-vous des exemples concrets d'utilisation des outils d'intelligence artificielle et quels sont les outils qui sont utilisés par le 28% des formateurs qu'on a interrogés? Alors, on n'a pas posé la question de oui, et du coup, quels sont les outils qui? Ce que je peux vous en dire très concrètement, on retrouve des usages dans la construction de dispositifs. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent d'injecter, par exemple, un manuel d'utilisation d'une machine et qui vont, du coup, voilà, comment dire, analyser tout ce contenu. On peut imaginer un support d'utilisation qui va faire 500 pages PDF avec du texte, des schémas, etc. Et qui va vous proposer une granularisation pour construire une formation. Donc, ça vous mâche le travail. Encore une fois, ça ne remplace pas le travail d'un ingénieur pédagogique ou d'un concepteur, mais ça permet de mâcher, de pré-mâcher le travail pour ensuite se dire, OK, il me propose cette articulation de dispositif, ce scénario, je vais m'en servir pour du coup créer les contenus associés, pour etc. etc. Ça, c'est un premier usage très concret que l'on a sur le marché. Ensuite, il peut y avoir bah, justement tout ce qui va contribuer à la production de contenu, quel qu'il soit, donc des contenus e-learning, des contenus vidéo, des médias pour alimenter vos modules. Tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit le plus apparaître sur le marché. Il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et finalement, l'IA, elle est intégrée depuis longtemps dans pas mal d'outils, mais ce n'était pas valorisé. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus vite. De plus en plus d'outils voilà, intègrent cette notion d'IA pour générer des médias et des contenus. Et puis, dernier usage, ça peut être que je vois pertinent pour les pratiques pédagogiques. C'est là où le bas blesse un petit peu, c'est l'évaluation. En général, c'est un peu voilà, bâclé en fin de conception. Or, alors ça, c'est pour ceux qui connaissent la démarche pédagogique à l'ISTF, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire en amont de la conception et pas en aval. Mais bref, tout ça pour dire que pour vous aider à formuler des questions ou à corriger des évaluations que vous aurez mis en place dans vos formations, l'IA aujourd'hui permet vraiment d'accélérer dans le sens où ça va vous faciliter le travail. Encore une fois, ça va vous assister. Pensez-y aussi côté évaluation pour les formulations et pour les corrections. Voilà, des usages très concrets. Aujourd'hui, on retrouve ceux-là. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais ce sont ceux dont on entend le plus parler aujourd'hui. On a une question sur nos formations. Proposez-vous des formations courtes de 1 à 2 jours sur des thématiques spécifiques concernant des outils de digitalisation? Évidemment. Oui, oui, bien sûr. On les propose sous format présentiel. On les propose aussi au format distanciel, notamment en inter-entreprise, au format parcours, ce qui vous permet vraiment de pouvoir prendre des pratiques, apprendre des usages et surtout les réutiliser sur votre propre projet pendant la formation. Donc, vous bénéficiez des feedbacks, etc. Ça permet d'ancrer plus concrètement les choses par rapport à du one-shot présentiel, on va se retrouver pendant 1 jour, 2 jours. Là, c'est un peu plus étalé, c'est un peu plus digeste, etc. Mais en tout cas, oui, on le fait sous les deux modalités et on le fait sur pas mal d'outils. Vous retrouverez tout sur notre site, catégorie outils du digital learning. Et puis, on a des parcours